Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News, voici les titres de l'actualité. En Éthiopie, les combats dans le Tigré ont fait 200 000 déplacés dans la région éthiopienne d'Amara. L'aide alimentaire peine toutefois à arriver malgré la famine. Les responsables éthiopiens accusent les humanitaires de favoriser la circulation d'armes chez les rebelles. La Centrafrique devrait connaître une récession de moins 0,6% en 2021, une crise économique liée notamment à l'offensive rebelle et au blocage de la principale voie d'approvisionnement du pays vers le Cameroun. Et puis la Côte d'Ivoire accueillera le 27 septembre prochain la Journée mondiale du tourisme, un événement sous le thème « Le tourisme pour une croissance inclusive », l'occasion de débattre sur les défis actuels du secteur touristique mondial. Au Maroc, face au contexte sanitaire, les élections législatives et communales pourraient éventuellement être reportées. Prévues le 8 septembre prochain, les préparatifs du scrutin se heurtent à la propagation du variant Delta. Le gouvernement a dû instaurer de nouvelles mesures restrictives. Le pays enregistre plus de 9000 cas de contamination par jour. En Éthiopie, les combats dans le Tigré ont fait 200 000 déplacés dans la région éthiopienne d'Amara. Selon l'ONU, les humanitaires déplorent un accès difficile de l'aide au Tigré, perturbé par l'insécurité et les blocages administratifs. Les responsables éthiopiens les accusent toutefois de favoriser l'armement des forces rebelles dans la région. Philomentine. Le conflit armé qui a éclaté il y a 8 mois entre le gouvernement fédéral éthiopien et le parti au pouvoir dans la région du Tigré, le Front populaire de libération du Tigré, aurait fait 200 000 personnes déplacées au sud et à l'ouest dans la région voisine d'Amara et 54 000 dans la région Afar à l'est, d'après le chef de l'aide des Nations Unies. Nous avons besoin de 100 camions par jour pour se rendre au Tigré pour répondre aux besoins humanitaires, un besoin calculé et non surestimé. 122 camions sont entrés dans le Tigré ces derniers jours. Le mois dernier, des responsables du gouvernement éthiopien ont accusé les humanitaires de favoriser et armer les forces rebelles dans la région du Tigré. L'ONU condamne fermement ces accusations dangereuses à l'encontre des travailleurs humanitaires au Tigré, région où l'aide alimentaire peine à arriver malgré la famine. Les forces tigréennes ont toujours voulu une médiation internationale par rapport à cette crise, car militairement, les troupes d'Addis Abeba disposent alors des atouts essentiels. L'ouverture notamment d'un couloir diplomatique peut permettre aux forces tigréennes alors de se réarmer et de pouvoir espérer une résistance sur le moyen et le long terme. Alors que Addis Abeba n'a jamais voulu la présence des humanitaires dans cette partie de l'Éthiopie, en estimant que l'Éthiopie n'est pas un pays en crise. Donc, voilà autant d'enjeux qui peuvent justifier alors l'exacerbation de la violence militaire dans cette partie de l'État fédéral éthiopien. Les Nations Unies affirment qu'environ 400 000 personnes vivent dans des conditions de famine au Tigré et que plus de 90% de la population a besoin d'une aide alimentaire d'urgence. À noter que la communauté internationale a appelé les forces tigréennes et les forces amara et érythréennes à une cessation des hostilités pour une livraison sans entrave de l'aide humanitaire. Au Soudan du Sud, un atelier a eu lieu à Juba entre le gouvernement et la MINUS. L'objectif était d'assurer la protection des civils affectés par les violences intercommunautaires. Après 5 ans de guerre civile, le pays est toujours confronté à des violences, notamment dans la région de Darfour. Kamesh Katapoul. Assurer une meilleure protection des civils, c'était tout l'enjeu d'un atelier organisé entre le gouvernement sud-soudanais et la mission des Nations Unies au Soudan du Sud. Autour de la table des discussions, notamment le ministre adjoint des Affaires étrangères, Deng Do, et Nicolas Haysom, chef de la MINUS. Les deux hommes ont tous les deux plaidé en faveur d'une coopération plus efficiente. Cet atelier est primordial pour instaurer la confiance et nous permettre d'ouvrir une nouvelle page sur la manière de coordonner les activités entre les différentes institutions de sécurité de notre pays et la mission des Nations Unies au Soudan du Sud. Les ravages de la guerre civile se font toujours sentir au Soudan du Sud, à l'heure où des retards ont été constatés dans la mise en œuvre de l'accord de paix de 2018. Le pays est miné par les violences intercommunautaires. Ces violences, répertoriées notamment au Darfour, ont provoqué le déplacement de milliers de personnes. Face à cette situation, la MINUS redouble d'efforts pour sécuriser les civils en déployant davantage de patrouilles sur le terrain. Nous sommes, en tant que force, beaucoup plus mobiles que nous ne l'avons jamais été. Nos patrouilles parcourent le pays pour protéger les civils partout où ils peuvent être menacés.
Le niveau de menace est répandu dans tout le pays et il est nécessaire que nous ayons cet accès. Outre l'instabilité de la situation sécuritaire, le pays est aussi en proie à une crise alimentaire de grande ampleur. Selon l'UNICEF, plus de 8 millions de personnes nécessitent une aide humanitaire d'urgence, dont près de 4,5 millions d'enfants. Le Programme alimentaire mondial estime de son côté qu'au moins 60% de la population est en situation d'insécurité alimentaire. Et dans l'actualité également, à Madagascar, l'enquête sur l'affaire de coup d'État démantelée se poursuit. La procureure auprès de la Cour d'appel d'Antananarive, Bertine Razafia-Rivoni, confirme qu'une tentative de renversement du régime était prévue. Elle a déclaré que les preuves matérielles récoltées ont permis d'identifier les principaux responsables du projet, notamment Paul Rafanoarana et Philippe François. Ils ont été arrêtés mardi 20 juillet et transférés ce mercredi 4 août à la prison de Tiafaï. Pour le moment, 21 personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'affaire. En Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi a annoncé ce mardi la hausse du prix du pain, une denrée subventionnée depuis de nombreuses années. La mesure qui entre dans le cadre d'un programme de réformes économiques est particulièrement contestée par la population. Corinne Eon. Le temps est venu d'augmenter le prix de la miche de pain. Tels sont les propos du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi ce 3 août lors d'une conférence télévisée. Il invite ainsi le gouvernement à augmenter le prix du pain subventionné dans le cadre d'un programme de mesures de rigueur en vigueur pour le redressement économique du pays. Depuis plusieurs années, la miche de pain pesant 90 grammes coûte 5 piastres, soit 2 centimes d'euros. Aucune information n'a filtré sur le prix qui serait dorénavant pratiqué. On peut déjà comprendre que l'Égypte est contrariée par des problèmes d'ordre économique liés à la maladie à Covid-19. Lorsqu'on imagine que les touristes ne fréquentent plus aujourd'hui les pyramides notamment de Pharaon, et qu'on imagine que 20% du produit intérieur brut de l'Égypte reviennent essentiellement des recettes liées au tourisme. Le président al-Sisi, dans le cadre du grand chantier du canal de Suez et des grandes réformes institutionnelles, reste contrarié par l'absence de ressources. Sur une population de 100 millions de personnes, environ 66,7 millions dépendent du programme de subvention alimentaire qui inclut le pain, mais aussi le riz, le sucre ou encore les pâtes. Les citoyens les plus pauvres obtenaient jusqu'ici un lot de 5 miches par jour. Selon les chiffres officiels, les subventions sur le pain coûtent à elles seules, dans le budget en cours, plus de 50 milliards de livres égyptiennes. Ainsi, l'augmentation prévue du prix du pain subventionné sera orientée vers le financement partiel du nouveau système de repas scolaires qui coûtera environ 8 milliards de livres égyptiennes et comprendra des produits laitiers. Le pain reste une denrée alimentaire très prisée en Égypte. La consommation quotidienne est très élevée en tant que telle. L'une des décisions vient dans un contexte social déjà très marqué par les tensions sociales en Égypte et la montée en puissance également de quoi? Des questions sécuritaires liées au terrorisme en tant que tel. Une telle décision est dans l'incompréhension, d'autant plus que l'Égypte reçoit régulièrement des financements, notamment de certains partenaires techniques et financiers, que ce soit le Qatar, les Émirats arabes unis et même les États-Unis, qui bien que souvent ont gelé la coopération militaire avec l'Égypte. Il est donc important aujourd'hui que le président al-Sisi puisse accorder la priorité, évidemment, à l'agenda social vis-à-vis de l'agenda économique. À la suite de l'annonce présidentielle sur la hausse imminente du prix du pain, de vives contestations populaires ont envahi la toile. L'Égypte est depuis 2016 soumise à un programme de redressement économique du Fonds monétaire international. Dans ce pays, secoué par la crise du Covid-19, environ un tiers des Égyptiens vivent sous le seuil de pauvreté avec moins de 31,65 livres égyptiennes, soit moins de 1,70 € par jour. La journée mondiale du tourisme aura lieu en Côte d'Ivoire le 27 septembre 2021. Une édition sous le thème « Le tourisme pour une croissance inclusive ». L'événement permettra aux acteurs du secteur de débattre des moyens de relancer le tourisme mondial, perturbé par la crise du Covid-19. Les précisions avec Milfred Yamou. La Côte d'Ivoire sera l'hôte le 27 septembre 2021 de la 43e édition de la Journée mondiale du tourisme, célébrée sous le thème « Le tourisme pour une croissance inclusive ». L'événement réunira sur Abidjan en présentiel et en virtuel les acteurs du secteur du tourisme afin de débattre des moyens de relancer le tourisme mondial après le choc infligé par le coronavirus.
c'est une bonne opportunité qui est donnée à la Côte d'Ivoire d'avoir abrité la Journée mondiale du tourisme. Étant entendu que abriter la Journée mondiale du tourisme voudra dire qu'on reconnaît à ce pays ses qualités intrinsèques et ses capacités ainsi que son potentiel au plan des infrastructures et du point de vue de sa capacité de desserte aérienne et des moyens de communication, des moyens de locomotion et les questions de mobilité et de fluidité routière qui sont de nature à créer l'attractivité de la ville. De ce fait, en choisissant la Côte d'Ivoire comme pays hôte, c'est une reconnaissance aux efforts des autorités de notre pays avec à sa tête le président de la République qui n'a de cesse de faire des investissements portant la Côte d'Ivoire à un niveau de développement. Alors que plusieurs économies comptent sur le tourisme pour la reprise post-Covid-19, les autorités veulent relever les nombreux défis confrontés par ce secteur. Les données du ministère ivoirien du tourisme estiment à environ 80% la chute du chiffre d'affaires du tourisme mondial, soit une perte de plus de 4 000 milliards de dollars. Ma mission pour les mois prochains consisterait à faire en sorte que les membres affiliés, au sortir de cette grave crise pandémique au plan sanitaire qui a presque endeuillé le secteur du tourisme, eu égard à tout ceci, nous devrons faire en sorte que les membres affiliés se mobilisent pour aller vers la recherche d'un effet de levier pour capter des financements et mettre en place une politique de financement du secteur privé avec des facilités et surtout rechercher des partenaires pour tous les membres affiliés à l'échelle des continents pour que ce secteur-là, qui est un secteur pourvoyeur d'emplois et secteur générateur de valeur, puisse continuer à jouer leur rôle et faire les adaptations que nécessite ce changement de paradigme pour que la digitalisation de leur secteur se fasse avec l'appui des valeurs technologiques. Précisons que le Maroc va abriter en octobre 2021 la prochaine Assemblée générale de l'Organisation mondiale du tourisme. En 2018, le gouvernement ivoirien avait adopté un programme baptisé Sublime Côte d'Ivoire visant à réduire la pauvreté, créer plus de 600 000 emplois et faire de la Côte d'Ivoire la 5e destination touristique du continent africain d'ici 2025. La Centrafrique devrait basculer en récession économique en 2021, selon le rapport annuel de la Banque mondiale, une crise qui serait liée à l'offensive rebelle et au blocage de la principale voie d'approvisionnement du pays vers le Cameroun en début d'année. Les précisions de Philomentine. Sous l'effet cumulé de la détérioration de la situation sécuritaire, la fermeture prolongée du corridor commercial entre Bangui et le Cameroun, ainsi que de la crise économique due au coronavirus, l'activité économique de la Centrafrique devrait se contracter légèrement cette année. Selon le rapport annuel de la Banque mondiale, l'économie centrafricaine devrait entrer en récession de moins 0,6% en 2021. Il faut ajuster la croissance avec l'inflation. Et là, on voit une décélération. On voit qu'en termes réels, les gens ont moins de moyens pour vivre et ça à cause d'une augmentation de la pauvreté. La Centrafrique devrait notamment renforcer son capital humain afin de mieux faire face à la crise économique, indique l'institution de Bretton Woods. Le pays doit notamment améliorer l'accès aux services de santé, à l'éducation et promouvoir des opportunités d'emploi. Aujourd'hui, que l'on dise qu'il y aura une contraction économique, ce n'est qu'un euphémisme. Ce pays est en train de se détruire chaque jour qui passe. Il est très important que des solutions innovantes intérieures redonnent à ce pays un sens élevé de l'économie domestique. Et donc la seule innovation nécessaire, c'est d'aller sur la production intérieure des biens et des services. Les statistiques, qu'elles viennent de la Banque mondiale ou qu'elles viennent de n'importe quelle organisation, ne représente absolument rien vis-à-vis des vies humaines. Il faut de la sécurité pour que les institutions soient consistantes. Il faut absolument qu'il y ait des échanges des biens et des services pour s'assurer que le pays progresse tant qu'il n'a pas encore la capacité de produire tout seul. Et il est important que la gouvernance soit sérieuse. Selon la Banque mondiale, la Centrafrique accusera jusqu'à 22 ans de croissance en retard. Par ailleurs, les Nations unies estiment que le pays figure sur la liste des 17 pays africains qui devraient être confrontés à un niveau aigu d'insécurité alimentaire au cours des 4 prochains mois. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.